Oubliez les buts pendant un instant, car la vraie histoire du Mondial 2026 ne se joue pas sur le terrain. Elle se joue dans les tribunaux, dans les assignations et sur les visages stupéfaits des Européens qui ont traversé l'océan en s'attendant à découvrir une Amérique dangereuse et chaotique avant de tomber sur quelque chose qui a bouleversé leur vision du monde. Pendant que les procureurs de New York et New Jersey assignaient la FIFA au sujet de prix de billets qu'ils jugeaient exorbitants et trompeurs, et pendant que le président américain recevait des mains de Gianni Infantino un tout nouveau prix FIFA de la paix, avant de se préparer à remettre lui-même le trophée aux champions au MetLife Stadium, des fans ordinaires venus de Londres, Paris et Berlin roulaient sur des autoroutes si larges qu'ils perdaient le réseau en essayant de les décrire à leurs proches restés chez eux. Voici ce qui arrive lorsqu'un continent qui se vante d'ordre et de retenue se heurte de plein fouet à un pays qui n'a jamais cru à l'un ni à l'autre. Commençons par la politique, car il est impossible de séparer ce tournoi de ce contexte. Des mois avant le premier ballon, l'homme qui avait plaisanté en disant qu'il ne vivrait pas assez longtemps pour voir les USA accueillir un nouveau mondial, se tenait sur scène pour recevoir un prix de la paix que la FIFA avait créé pour lui. Les journalistes ont noté l'étrangeté du moment. Quelques semaines plus tard, la même administration envoyait des forces spéciales au Venezuela et se rapprochait d'un conflit avec l'Iran. L'équipe iranienne, prise au milieu de cette situation, aurait dû déplacer sa base d'entraînement à Tijuana, au Mexique, à cause de problèmes de visa non résolus pour des joueurs et des membres du staff. Un arbitre somalien détenteur d'un visa valide s'est vu refuser l'entrée sur le territoire, les autorités invoquant de vagues inquiétudes de sécurité nationale, une décision que FIFA n'a jamais contestée. Pendant ce temps, le Mexique et le Canada, deux des trois pays hôtes, ont été presque effacés du devant de la scène, les titres attribuant à un seul président un tournoi censé être partagé par trois nations. Puis est arrivé le scandale des billets, et c'est là que les fans de football en Europe ont commencé à perdre patience. Au départ, la FIFA avait divisé chaque stade en 4 zones tarifaires. Les fans l'avaient accepté, mais après l'achat de millions de billets, la FIFA a créé de nouvelles zones premium à partir des meilleurs sièges de chaque section, revendus plus cher, tandis que les premiers acheteurs étaient repoussés plus loin de la pelouse que promis. Entre octobre dernier et avril de cette année, les prix ont augmenté pour plus de 90 des 104 matchs, les principales catégories progressant en moyenne de 34%. Un billet de finale la semaine prochaine au MetLife Stadium devrait coûter plusieurs milliers de dollars, soit 5 fois ce que les fans avaient payé au Qatar il y a 4 ans, et près de 20 fois plus qu'un billet lors de la dernière finale organisée aux USA, en 1994. Les procureurs de New York et New Jersey ont réagi. Ils ont émis des assignations, ouvert une enquête et recueilli les plaintes de fans affirmant ne pas avoir obtenu les places payées. Imaginez donc la scène. Un fan britannique atterrit aux USA furieux des billets, s'attendant à moitié à découvrir un pays délabré et dangereux, parce que c'est le récit que de nombreux médias européens entretiennent depuis des années. Puis, le choc culturel le frappe avant même qu'il ait quitté le parking de l'aéroport, et cela n'a rien à voir avec le football. Il s'agit de géographie. En Europe, on peut conduire 12 heures et traverser 6 pays, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, tout en ayant le temps de s'asseoir devant une vraie assiette de pâtes en Italie. En Amérique, on conduit 12 heures d'affilée et l'on est toujours au Texas. Un voyageur a raconté avoir vérifié combien de temps il faudrait pour aller en voiture de l'Oregon à la nouvelle maison d'un ami près de New York, avant de découvrir que la réponse était 42 heures et 63 $ de péage. Traverser uniquement le Texas dans toute sa longueur prend 12 heures. Traverser tout le Royaume-Uni prend 14 heures. Le Texas est un État, le Royaume-Uni est un pays entier. Même en partant de l'extrême sud de la Floride et en conduisant 7 heures d'affilée, on ne sort pas de l'État. Pour les Américains, faire 1 ou 2 heures de route pour aller dîner n'a rien d'extraordinaire, c'est presque à côté. Pour quelqu'un de Londres ou de Paris, le même trajet ressemble à une expédition à l'étranger qui demande une semaine d'organisation. Et les infrastructures sont à la mesure de cette ambition. Dans des villes comme Houston et Dallas,
Des autoroutes comptant parfois 14 ou 16 voies s'entremêlent au-dessus et au-dessous, les unes des autres, comme dans un film de science-fiction. Les parkings de supermarchés s'étendent si loin qu'ils pourraient engloutir une maison mitoyenne entière pour laquelle une famille britannique de classe moyenne passerait peut-être sa vie à payer. À lui seul, le système des parcs nationaux américains couvre plus de 133 000 miles carrés, plus que tout le Royaume-Uni. Pour des gens élevés dans l'idée que chaque parcelle de terre chez eux est précieuse et coûteuse, cette échelle ressemble moins à une statistique qu'à un défi lancé à tout ce qu'on leur a appris sur le fonctionnement du monde. Bien sûr, tout cet espace de vie a un prix. Sans voiture, dans la plupart des régions américaines, il devient presque impossible de fonctionner, car presque tout, des autoroutes au parking en passant par des quartiers entiers, a été construit autour des roues plutôt que des trottoirs. Mais l'échange, ce sentiment de ne pas être enfermé, d'avoir un ciel sans fin au-dessus de soi au lieu d'un autre immeuble, est-ce ce qui pousse des Européens à regarder le pays une deuxième, puis une troisième fois, longtemps après avoir utilisé leur billet de match. Si les autoroutes ont été le premier choc, les magasins de proximité ont été le deuxième, et celui-ci semble frapper plus fort. Les Européens imaginent une station comme une petite cabine étroite avec 2 pompes et un présentoir de chewing-gum défraîchi. Puis, ils entrent dans un endroit comme Bookease et restent figés à l'entrée. Certains sites comptent plus de 100 pompes à essence, plus que plusieurs villes allemandes de taille moyenne réunies. Les toilettes sont si réputées pour leur propreté qu'elles sont devenues une attraction touristique à part entière, filmée et partagée sans fin en ligne. Puis il y a Costco, un entrepôt si immense qu'ils le comparent à un village français entier. Des personnes ont été filmées à l'entrée, téléphone à la main, incapables de comprendre ce qu'elles avaient devant les yeux. Le lait n'arrive pas dans une petite brique, mais dans un bidon de 4 litres. La poudre protéinée ne se vend pas en sachet, mais dans des pots promettant 80 portions. Des sacs de riz de 9 kilos reposent sur les étagères comme si cela n'avait rien d'inhabituel. Les prix associés à cette abondance rendent le choc culturel plus net. Un poulet rôti entier chez Costco coûte près de 5 $. Un menu avec hot dog, frites et soda, plus grand que la plupart des bouteilles de vin européennes, revient à 3 $. Dans un restaurant américain, avant même de commander, un panier de chips avec de la salsa arrive gratuitement. Beaucoup de touristes reconnaissent qu'ils étaient rassasiés avant le vrai repas. Commandez un burrito à un camion au bord de la route et vous pourriez recevoir quelque chose de la taille d'un nourrisson, filmé par plusieurs voyageurs parce qu'ils n'arrivaient pas à croire qu'on attende d'eux qu'ils le mangent en une fois. Le barbecue texan, avec de la poitrine de bœuf fumée parfois une journée entière ou plus jusqu'à se défaire au contact d'une fourchette, a stupéfié des visiteurs anglais et français qui admettent que la culture culinaire américaine ne ressemble pas aux clichés du fast-food de leur enfance. La sauce de Chick-fil-A a créé un culte parmi les fans et plus d'un Européen jure qu'il n'existe rien de comparable chez lui. Puis vient le volume pur de choix, qui semble submerger presque tous ceux qui n'ont pas grandi avec lui. Dr Pepper existe à lui seul dans des dizaines de parfums, de la cerise à la crème de coco, avec des versions sans sucre de presque tout. En parcourant le rayon des chips, on peut tomber sur près d'une centaine de saveurs différentes. La sauce ranch est presque devenue une obsession nationale, et des fans italiens de passage admettent avec une certaine réticence qu'elle améliore leur pizza. Les boissons énergisantes sont si puissantes que des touristes britanniques ont plaisanté face caméra en disant que ce produit ne devrait pas légalement avoir le droit d'exister dans leur propre pays. Là où l'Europe tend à limiter et à sélectionner, l'Amérique dit « choisissez ». Et le nombre même d'options devient un spectacle en soi. Sous toute cette abondance se trouve une culture du service qu'ils décrivent comme presque agressivement aimable. Les drive-in avancent à une vitesse qui semble défier la physique, avec des chaînes comme Chick-fil-A capables de faire disparaître de longues files de voitures en quelques minutes. Dans les restaurants, l'eau est resservie gratuitement et sans limite, un détail qui surprend des gens habitués à payer chaque bouteille chez eux. Une grande partie de cela s'explique par le pourboire, un système que beaucoup critiquent par principe,
mais qui produit un niveau de service attentif et chaleureux supérieur à ce que de nombreux Européens ou Australiens connaissent. Et puis il y a la climatisation. Traitée en Amérique, presque comme un service essentiel plutôt que comme un luxe. Plus de 90% des foyers américains en disposent, contre un quart des foyers en France. Dans certains stades du mondial cet été, des fans ont plaisanté en disant qu'il leur fallait une veste à l'intérieur alors qu'il faisait 35 degrés Celsius dehors. Toute cette commodité compterait peu sans la chaleur des gens qui la rendent possible, et c'est cette partie qui semble reconfigurer comment les fans voient ce vable pays. Des inconnus disent bonjour sur le trottoir, des gens aident à changer un pneu sous la pluie sans rien attendre. La culture du tailgate, ces familles entières qui grillent et dansent sur les parkings des stades des heures avant le coup d'envoi, est devenue l'une des scènes les plus commentées de ce mondial parmi les Européens, aux côtés d'histoires de policiers qui s'arrêtent pour prendre des photos avec les fans et leur indiquer gentiment leur chemin. Après avoir grandi dans des villes où une expression neutre, légèrement fermée, est la norme sociale par défaut, plus d'un visiteur reconnaît avoir commencé à sourire lui-même aux inconnus, presque sans s'en rendre compte. Et puis, il y a le chiffre qui semble clore toutes les conversations entre les Européens venus pour le football et repartis en pensant à l'immobilier. 400 000 $ au Royaume-Uni peuvent permettre d'acheter une petite maison vieillissante de 3 chambres en banlieue. La même somme, dans certaines parties du Texas ou de la Floride, peut offrir une maison individuelle avec 4 ou 5 chambres, de haut plafond, un jardin assez grand pour ressembler à un petit parc et un garage conçu pour accueillir 2 ou 3 pick-up de taille complète. Une telle propriété transplantée à Londres ou à Paris coûterait des millions et resterait hors de portée de la majorité de la population. Ajoutez à cela des coûts d'essence et d'électricité plus bas, et le calcul devient difficile à ignorer pour beaucoup de visiteurs une fois rentrés chez eux. Sur le plan footballistique, le tournoi lui-même n'a rien d'ordinaire, et pas à cause des billets ou des cérémonies présidentielles autour du trophée. Cette édition a été élargie à un record de 48 équipes, avec des dizaines de matchs supplémentaires et des jours ajoutés à ce qui était le plus grand rendez-vous sportif mondial, générant pour la FIFA des revenus estimés à 11 milliards de dollars. Des groupes environnementaux ont averti que ce format élargi pourrait presque doubler l'empreinte carbone par rapport à la dernière mondiale au Qatar, compte tenu des distances immenses entre des villes hautes réparties sur 3 pays. Cette semaine, le tournoi a atteint les 8e de finale, avec des rencontres disputées de Houston à Philadelphie, en passant par New York et le New Jersey, et la grande question restante plane davantage sur le sport que sur le calendrier. L'ombre politique projetée sur ce tournoi s'estompera-t-elle lorsque les éliminations directes gagneront en intensité, ou la finale du 19 juillet, lorsque le trophée devrait être présenté au MetLife Stadium, avec le président aux côtés de la direction de la FIFA, deviendra-t-elle la poignée de main la plus commentée de l'histoire du football? Il existe aussi une rumeur discrète, non confirmée mais persistante parmi les fans et certains commentateurs, selon laquelle l'enquête sur les prix pourrait s'étendre bien au-delà du tournoi lui-même, au point d'influencer comment la FIFA vendra les billets des prochaines Coupes du Monde si les régulateurs trouvent des preuves de manipulation délibérée des prix. Rien n'a été prouvé, et la FIFA défend son approche comme une tarification dynamique standard, semblable à celle d'autres grands événements sportifs américains. Mais la simple existence d'une assignation formelle émise par 2 procureurs d'État a suffi à maintenir l'affaire en vie pendant toute la phase de groupe et jusqu'au match à élimination directe. Revenons un instant en arrière pour comprendre comment cet enchevêtrement politique a commencé, car ses racines remontent plus loin que ne l'imaginent la plupart des fans. Lorsque les USA, le Mexique et le Canada ont remporté en 2018 la candidature commune, l'actuel président n'était même pas en fonction et aurait plaisanté en disant qu'il ne vivrait jamais assez longtemps pour le voir. En décembre dernier, le voilà sur la scène du tirage au sort du mondial à Washington, recevant le tout premier prix de la paix du football, une récompense que la FIFA semblait avoir créée de nulle part, spécialement pour lui. Un trophée, une médaille et un certificat,
remis par Infantino lui-même dans le même lieu où le nom du président serait plus tard associé à une partie du bâtiment. Les critiques ont jugé le calendrier presque absurde, puisque dans le mois suivant cette cérémonie, des forces spéciales américaines auraient été impliquées dans une opération au Venezuela. Et 2 mois plus tard, les tensions avec l'Iran avaient dégénéré en conflit ouvert. C'est un arrière-plan étrange pour un événement bâti sur l'idée que les nations se réunissent pacifiquement tous les 4 ans. La situation de l'Iran suffit à montrer à quel point sport et politique se sont entremêlés dans ce tournoi. L'équipe nationale iranienne s'est qualifiée régulièrement sur le terrain, comme toutes les autres nations, mais des problèmes de visa liés à des tensions diplomatiques plus larges auraient forcé l'équipe à déplacer tout son camp d'entraînement de l'autre côté de la frontière, à Tijuana, au Mexique, pour disposer d'un lieu stable de préparation. Puis, quelques jours avant le coup d'envoi du tournoi, un officiel somalien qui détenait un visa parfaitement valide a été refoulé à la frontière américaine, les autorités évoquant une association présumée avec des groupes extrémistes suspectés, accusation qui n'a jamais été étayée par des preuves. La FIFA, qui se présente depuis des années comme strictement apolitique, a refusé de contester cette décision, un silence qui n'a pas échappé aux commentateurs internationaux, ni aux observateurs des droits humains qui suivaient le tournoi de près. La communauté somalienne aux USA faisait l'objet d'une surveillance intense à l'approche de cette année, des opérations de contrôle migratoire ayant été, selon plusieurs informations, concentrées dans des villes comme Minneapolis après des accusations séparées de des fraudes au fonds d'aide liées à la pandémie. Que ce contexte ait ou non influencé directement le refus d'entrée opposé à l'arbitre reste un sujet de débat public, non un fait confirmé. Mais l'image d'un officiel de mondial empêché d'arbitrer un tournoi construit autour de l'unité mondiale a frappé beaucoup de monde comme un mauvais présage. Même la manière de présenter qui mérite le crédit de l'organisation de ce tournoi est devenue une tension discrète. Environ les 3/4 des matchs se jouent sur le sol américain, mais le Mexique et le Canada restent des co-organisateurs à égalité dans l'accord initial, chacun accueillant des dizaines de rencontres. Pourtant, dans les médias comme dans les apparitions publiques, un seul dirigeant a dominé le devant de la scène, tandis que la présidente du Mexique et le premier ministre canadien se sont souvent retrouvés mentionnés au passage, quand ils l'étaient. C'est une dynamique qui, selon certains observateurs internationaux, affaiblit tout l'esprit d'une mondiale partagée et trilatérale. Parlons maintenant de cette cérémonie du trophée dont tout le monde parle. Infantino a confirmé en juin que le président devrait remettre personnellement le mondial à l'équipe victorieuse sur le podium du MetLife Stadium le 19 juillet, debout à ses côtés pendant l'instant traditionnellement le plus sacré et le plus apolitique du football. Ce serait une rupture frappante avec la tradition puisque les chefs d'État sont restés à l'écart de cette scène précise, réservée aux joueurs, aux capitaines et aux responsables du football. Fait notable, malgré un tournoi organisé presque à l'intérieur des frontières américaines, le président n'avait assisté personnellement à aucun match pendant la phase de groupe, manquant même le match d'ouverture des USA contre le Paraguay à Los Angeles, où le secrétaire d'État est apparu à sa place. Cette absence tout au long de la phase de groupe, combinée à une apparition garantie et médiatique lors du tout dernier match, a alimenté de nombreuses discussions sur le calendrier, l'image et la question de savoir à qui cette finale est destinée. Des déclarations financières publiées ce mois-ci ont ajouté une autre dimension à l'affaire, révélant à quel point les liens entre le président Infantino et les intérêts commerciaux de la FIFA se sont resserrés. Des législateurs européens auraient officiellement exprimé leur opposition au prix de la paix lui-même, se demandant si un organisme sportif devrait remettre des honneurs politiques à des chefs d'État en exercice, surtout lorsqu'il s'agit de l'un des co-organisateurs actifs du tournoi que ce même organisme dirige. La FIFA n'a pas apporté de réponse publique détaillée à ces plaintes précises, et Infantino a continué d'apparaître régulièrement aux côtés du président à la télévision américaine pendant la préparation, puis durant sa phase à élimination directe. Cela n'a toutefois pas ralenti les ventes de billets, ce qui nous ramène à l'enquête sur la billetterie, car les détails sont sidérants lorsqu'on les examine. Le plan initial de la FIFA
divisait chaque stade en 4 catégories de prix numérotés lorsque les billets ont été mis en vente un an avant le coup d'envoi. Des millions de fans ont acheté tôt, souvent en payant une prime pour avoir l'esprit tranquille et garantir leur place dans un tournoi que tout le monde pensait voir complet immédiatement. Puis, des mois plus tard, la FIFA a lancé une série de catégories dites frontales, retirant en substance les meilleurs sièges de chaque zone existante pour les revendre avec une forte majoration. Les fans qui avaient payé des billets dans ces zones ont été déplacés vers des emplacements moins désirables, plus loin du terrain ou coincés derrière les buts, sans jamais avoir accepté ce changement. Des rapports indiquent qu'entre octobre dernier et avril dernier, la FIFA a relevé les prix de plus de 90 des 104 matchs du tournoi, les 3 principales catégories tarifaires augmentant en moyenne de 34%. Lorsque les procureurs de New York et New Jersey sont intervenus fin mai, les fans déposaient depuis des mois des plaintes concernant des billets qui ne correspondaient pas à ce qu'ils pensaient avoir acheté. L'enquête vise les pratiques de billetterie au MetLife Stadium, qui accueille non 8 matchs du tournoi, mais aussi la finale elle-même. Ainsi, le stade au cœur de la cérémonie présidentielle du trophée est aussi celui qui se trouve au centre d'une enquête pour fraude menée au niveau des États. La FIFA a défendu son approche, Infantino la décrivant comme une tarification dynamique standard, comparable à celle des grandes ligues professionnelles américaines, tout en soulignant que le droit américain n'interdit pas la revente de billets après achat, un facteur qui complique la situation et échappe au contrôle de la FIFA. Quelle que soit la faute, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les fans assistant à la finale devraient payer plusieurs milliers de dollars par billet, soit 5 fois le prix d'un billet de finale de la dernière mondiale au Qatar, et près de 20 fois plus que lors de la dernière finale organisée uniquement par les USA en 1994. Ce que presque personne n'avait prévu, pourtant, c'est à quel point tout ce bruit politique deviendrait secondaire dès que les fans sortiraient des stades. Les fans du mondial étaient venus pour le football et l'indignation autour des billets. Et ils sont repartis en parlant de la taille des autoroutes, des sandwichs au poulet et des calculs du marché immobilier américain. Quoi qu'il arrive d'ici au 19 juillet, quelle que soit l'équipe qui soulèvera ce trophée dans des circonstances inhabituelles, il paraît clair que pour beaucoup d'Européens, le souvenir durable de ce mondial ne sera pas un but, un carton rouge, ni même une assignation. Ce sera cette pensée discrète et insistante. Peut-être, juste peut-être, qu'ils n'ont pas envie de rentrer chez eux,